Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui aimez l'histoire. Je voudrais faire une vidéo qui ne fait pas partie des séries. Mais j'aurais aussi à faire une série sur les pleurs. Les pleurs comme institution en Afrique. Parce que ceux qui méprisent les Africains ne savent rien de nous. Vous voyez. La gouvernance de la royauté était une institution chez nous. Le roi et la reine en même temps, pour respecter le principe de la dualité qui règne en même temps, c'est une institution. Le tabouret des ancêtres, c'est une institution. Le siège d'apparat, comme il en existait en Égypte antique, chez nous en Afrique, c'était une institution. Le tambour était une institution parce que le tambour parlait. C'est pour ça qu'en Afrique, il n'y a pas de tam-tam, ce sont des tambours. C'était une institution. Et puis, il y avait l'institution du jurement, c'est-à-dire une courte phrase qui rappelle une histoire douloureuse et qu'on utilise pour prêter serment. On ne jouait pas le serment parce que la parole était sacrée pour nos ancêtres africains. Ouais. Et l'histoire était un souci permanent à cause de l'institution de la sacralité des ancêtres. Vous comprenez? Je ferai bientôt une vidéo sur les pleurs des femmes comme institution. Quand, notamment, il y a la mort qui agit dans la société. Quand il y a des gens qui décèdent, les pleurs des femmes, c'était une institution. Alors, comme ça, il y a des gens qui disent à leur fils, mon fils garçon ne pleure pas. Le garçon, lui, son pleur n'est pas un pleur rituel. C'est ça la différence. On ne peut pas dire que le garçon ne pleure pas. Son pleur, lui, n'est pas une institution. Ce n'est pas un rituel. Alors que le pleur des femmes, c'est une institution, c'est un rituel. C'est tout un poème. C'est un poème. Je vais commencer cette série de vidéos-là et vous le verrez. Évidemment, je n'ai pas tous les textes des pleurs des différents peuples. Donc là, que les gens m'en excusent, mais je vais m'inspirer des textes qui existent chez les Nzma, qui est un peuple Akan. C'est un peuple Akan. Le peuple Akan le plus connu, c'est le peuple Ashanti. Et ces pleurs institutionnels, ça existait partout dans le monde Akan. Vous voyez, ça existait partout dans le monde Akan. Alors, je voudrais aborder aujourd'hui un sujet particulier. Je vous salue, vous qui aimez l'histoire. Je voudrais parler des balafres, des scarifications et des tatouages à travers le temps, à travers l'histoire. Alors, vous voyez que les peuples africains, les peuples noirs ne pratiquaient pas le tatouage. Non. Ne pratiquaient pas le tatouage. D'ailleurs, quand on lit le Pentateuque, les 5 livres que Moïse aurait reçus de Dieu, on voit bien que le tatouage est interdit par Yahvé, Dieu, le Dieu des Hébreux. Il interdit le tatouage. Mais le tatouage, quels sont ceux qui pratiquaient le tatouage? Ce sont les peuples indo-européens, c'est eux qui pratiquaient le tatouage. Dans les îles Samoa, les peuples des îles Samoa pratiquaient le tatouage. Mais le tatouage qu'ils pratiquaient, ça renvoyait à quoi? Ça indiquait les différents lignages. Chaque lignage avait son tatouage. Et on reconnaissait le tatouage de quelqu'un à la famille à laquelle il appartient. Et puis, s'il exerce une fonction particulière, aussi, il y a certains tatouages qui sont faits. Donc, c'était des tatouages qui étaient fixés. C'était pour qu'on sache à quelle famille ces personnes appartiennent.
Sur les îles Samoa, c'était comme ça. Maintenant, les Tamoutes, c'est-à-dire les leucodermes, hein, les descendants de l'homme de Cro-Magnon, eux aussi, leurs ancêtres pratiquaient le tatouage. Pratiquaient le tatouage par rapport aux tribus. Par rapport aux tribus, parce que chez ces populations indo-européennes, les tribus existaient. Alors que les tribus, parce que ceux qui appartiennent à une tribu répondent d'un même ancêtre éponyme. Voilà, d'un même ancêtre éponyme. Donc, eux aussi se tatouaient. Sur les bas-reliefs de l'Égypte antique, là où on présente les leucodermes, on voit certains qui sont tatoués. Voilà. Alors que les anciens Égyptiens, pas question de tatouage. Comme les Africains, qui sont leurs frères, pas question de tatouage. Vous voyez? Et avec ça, on veut dire que non, il y a des pharaons, etc., qui sont des leucodermes, des descendants de l'homme de Cro-Magnon. Il ne faut pas confondre la dynastie des Ptolémées, qui ne fait même pas partie des vraies dynasties pharaoniques. Non, il faut qu'on soit sérieux. Voilà. Et c'est ceux-là qui se tatouaient. Maintenant, en Afrique, qu'est-ce qu'on avait? Il y avait les scarifications. Les scarifications, c'était fait comme moyen pour soigner des gens. Les scarifications faisaient partie des méthodes médicinales pour soigner les gens. Pour soigner les gens en Afrique. C'était comme ça. Non seulement pour soigner les gens, pour les guérir de maladies, mais aussi pour leur donner des forces spirituelles. Vous voyez? Pour leur donner des forces spirituelles. Il y avait certains produits, certains médicaments qu'on mettait dans qu'on introduisait dans les scarifications qui étaient faites. Et on estimait que, disons, la puissance, la capacité spirituelle qui est dans le produit, dans le médicament, quand ça va entrer dans le corps de la personne, ça va la guérir d'une maladie, mais ça va la protéger aussi des forces qui peuvent l'agresser, des forces qui sont dans l'invisible, qui peuvent l'agresser, qui peuvent attenter à sa vie, à son existence. Vous voyez? Donc, il y avait les scarifications pour se protéger des univers spirituels négatifs. C'était ça le sens des scarifications. Maintenant, il y avait aussi des scarifications, des sortes de scarifications qui sont très nombreuses de certaines personnes qui appartenaient à des sociétés initiatiques. À des sociétés initiatiques. Excusez-moi. À des sociétés initiatiques. Par exemple, il y a une société initiatique des hommes, on dit souvent des hommes caïmans, mais des hommes crocodiles. Des hommes crocodiles. Et eux, ils faisaient des scarifications nombreuses sur le dos. Sur le dos de ces initiés-là. Et alors, le dos devenait rugueux comme la peau du crocodile. Vous voyez? La peau du crocodile. C'était comme ça. On voyait ça au sein de certaines sociétés initiatiques en Afrique. Et il faut avouer que ces scarifications que les hommes crocodiles faisaient, mais c'est très douloureux. C'est très douloureux, c'est des scarifications tout le long du dos. Tout le long du dos. Voilà. Comme on voit telle qu'est la peau du crocodile au niveau de son dos. Voilà, donc c'est cela. Mais en Afrique, ce qu'on voyait plutôt, ce sont les balafres. Ce sont les balafres. Les balafres étaient comme des sortes de cartes d'identité de l'individu. Comme par exemple, on l'a vu dans le cas des îles Samoa, les tatouages identifiés aussi, c'était comme aussi une sorte de carte d'identité de l'individu pour dire à quel lignage il appartient, à quelle famille il appartient. En Afrique, les balafres jouaient le même rôle. Quand vous voyez les balafres de quelqu'un, on peut savoir à quelle famille il appartient. Et il y avait des peuples d'Afrique qui pratiquaient les balafres, mais ce n'est pas tous les peuples. Non. Il faut savoir que ce n'est pas tous les peuples d'Afrique qui pratiquaient les balafres. Par exemple, les Mossés, ceux qu'on appelle les Mossis ordinairement, ils pratiquaient les balafres. C'est indiqué
l'individu, à quelle famille il appartient, etc. Quelquefois même à quel royaume il appartient. Comme ça, les gens pouvaient se reconnaître entre eux. C'était comme ça. Chez les Yoruba, les balafres aussi étaient pratiqués. Par les balafres, on reconnaît à quelle famille la personne appartient, à quel clan la personne appartient. Ouais. Les peuples Sahara, qui sont au Tchad, qui sont au sud du Tchad, eux aussi ils pratiquaient les balafres. Ça permet de reconnaître les familles. Donc, il y avait différents types de balafres. Par rapport à la balafre, on peut savoir que tu appartiens à telle famille. Et puis, chez les Sénoufos, il y avait aussi la pratique des balafres. Ça permet d'identifier la personne, de voir à quel clan il appartient, d'où il vient. Et comme ça, ils se reconnaissent entre eux et puis ils se protègent mutuellement. C'était ça, la balafre. Mais il y avait aussi des balafres qui étaient liés à des cultes rendus à des esprits. À des cultes rendus à des esprits. Par exemple, on a vu, on voit par exemple chez les Fons, chez les Adja, etc., chez les Evé, il y a des personnes qui ont des balafres, mais ce sont des balafres qui les relient à un esprit qu'ils vénèrent. Par exemple, on sait, ça je le sais, que ceux qui vénèrent par exemple l'esprit du python, l'esprit du python, leur balafre, c'est 2 traits, un ici, un là. Quand vous voyez comme ça, un ici, un là, surtout vous voyez ça chez les Béninois et autres là, vous savez que c'est un dévot de l'esprit du python. Voilà, c'est un dévot de l'esprit du python. Donc, c'est ça le sens des balafres. Mais je vous ai dit que chez les Akans, il y avait des formes de balafres. Mais ça concernait les captifs. Quand les Akans prennent des captifs, qu'ils arrivent nouvellement dans la famille de l'acquéreur, ils sont balafrés. On leur administre des balafres. Comme ça, on sait que celui-là, c'est un captif tout récent. Voilà, c'est un captif récent. Mais les descendants des captifs là, des Kangas là, eux, on n'a pas le droit de les balafrer. Non. Parce que les descendants des captifs sont libres. D'ailleurs, le captif en Afrique chez les Akans n'était pas enchaîné. Il était un homme libre. En fait, c'était un homme qui se promenait librement. Seulement, les gens faisaient un rituel pour dire, oublie ta famille, oublie ton pays, oublie ton lieu d'origine, accepte de vivre ici avec nous. C'est ce que la famille de l'acquéreur, la famille du captif dit. Voilà. Enfin, la famille qui a acquis le captif, c'est ce qu'elle dit. Reste ici avec nous. Ne cherche pas à retourner dans ton ancienne famille. Dans ton ancienne contrée. Reste ici avec nous. Voyez, c'est comme ça. Et puis en général, alors le chef de famille marchait de la couleur et projetait cette couleur-là dans son visage. C'était comme ça. Parce que bon, beaucoup de captifs venaient des zones savanicoles. Et comme ce sont des zones où la population là-bas consomme beaucoup de couleurs, donc c'était ce que les Akans faisaient. Maintenant, il y avait d'autres formes de scarification qu'on administrait à des enfants. Notamment, quand des femmes, ou quand une femme est victime, si on peut parler ainsi, de la mortalité infantile, quand ces enfants meurent, par exemple les enfants en bas âge, elle a mis un premier enfant en bas âge, il est mort. Un second enfant en bas âge, il est mort. Un troisième en bas âge, il est mort. Ah, celui qui va venir là, on lui fait des scarifications pour dire, enfin on lui fait plutôt des balafres, ou même des scarifications. Ça peut être l'un comme l'autre. Ça peut être l'un comme l'autre. Soit des scarifications, soit des balafres carrément. Pour dire, voilà. Parce que ces populations croyaient à la réincarnation. Voilà. Ils estiment que cet enfant qui vient ne veut pas vivre avec les vivants sur terre, mais il veut retourner dans l'au-delà. Chaque fois. C'est pour ça qu'il meurt, il vient, il meurt, il retourne, il vient, il meurt, il retourne. Donc quand c'est comme ça, celui qui est arrivé là, par exemple le 4e là, allez, on lui fait des scarifications dans le visage ou bien on lui fait des balafres. On dit voilà, on te considère même comme un kangla, un esclave, un captif. En Afrique, il n'y a pas d'esclaves, vous êtes captif, on te considère comme un captif. Voilà. Donc on s'en fout de toi-même. Voilà. On s'en fout de toi. Si tu veux, il faut retourner.
Et quand c'est comme ça, les populations à Caen pensent que hein, c'est comme s'ils s'adressent à l'âme de l'enfant. Ils s'adressent à l'esprit de l'enfant. Et cet enfant va accepter de vivre avec les vivants. Et comme ça, il ne mourra pas. Voilà. C'est comme ça. Donc quand vous voyez ce type de scarification ou de balafre chez des gens, présentement en Afrique, puisque depuis longtemps, la question de la captivité, on a mis fin à ça. Donc quand vous voyez ça, souvent c'était des enfants dont les mères perdaient des enfants. Cette situation, les Akans appellent ça abaouo, c'est-à-dire les enfants qui meurent, abaouo. Et la femme qui subit, on dit, voilà, on dit abaouo, c'est-à-dire que c'est comme si elle consomme hein, la mortalité infantile. Voilà, donc c'est comme ça. Et donc quand on fait ça, ils estiment que donc cet enfant va accepter de vivre et elle est vivant. Ou alors, l'une des méthodes, ça consistait à lui donner un nom dévalorisant. On lui donne un nom dévalorisant. On peut lui donner le nom, le mot par exemple qui sert à désigner les captifs. On va l'appeler Kanga. Quand vous voyez des gens qui s'appellent Kanga, là, souvent ça vient de là. Ça peut être soit son père qui lui a transmis le nom, ou bien son grand-père qui a transmis le nom, qui était justement un enfant qui est né à la suite de mortalité infantile de ses frères précédents. Voilà. On va l'appeler Kanga. Ou bien on va l'appeler Fofoué, comme Oufoué. Fofoué. Fofoué, c'est le lieu où on verse les ordures. C'est la décharge. Où on verse les ordures, c'est la décharge. On va l'appeler Fofoué. Un nom dévalorisant. Comme ça, on espère qu'il va accepter de vivre avec les vivants. On s'adresse ici à son âme et à son esprit. Oui. Donc, c'était comme ça. C'était comme ça. Donc, c'était pour ça que en Afrique, il y avait les balafres ou les scarifications. Notamment, dans le cas des Akans. Les Akans ne pratiquaient pas la scarification, ni les balafres. Mais pour eux, c'était spécifique. C'est lié hein, à la mortalité infantile. Voilà. C'est lié à la mortalité infantile. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame Rémy. Alors, il y a quelques auditeurs. Quand je fais justement, je poursuis la série de vidéos sur le livre des morts des anciens Égyptiens. Et ça, il y a beaucoup, hein, c'est volumineux. C'est volumineux. Je me demande combien d'années cette série-là sur l'interprétation ou l'interprétation des textes des livres des morts des anciens Égyptiens, je ne sais pas combien de temps que ça va me prendre, mais je le ferai. Que Dieu me donne vie seulement, je le ferai. Je le ferai quelquefois. Quand je montre des aspects qui ressemblent beaucoup à ce qu'on voit dans les religions abrahamiques, c'est-à-dire le judaïsme, le christianisme et l'islam, excusez-moi, il y a des gens qui viennent faire des commentaires malencontreux pour dire non, ça c'est du plagiat. Mais qu'est-ce qu'ils appellent plagiat? Qu'est-ce qu'ils appellent plagiat? Quand tu vois une vérité quelque part, tu prends cette vérité-là. Cela ne fait pas de toi un plagieur. Non. Les gens oublient une chose. Les révélations spirituelles et divines, ça traverse le temps. Ça traverse le temps. Ça traverse le temps. Les gens ne savent pas ça. Ça traverse le temps. C'est comme ça. Est-ce que vous allez regarder une voiture actuelle, les voitures modernes que nous avons, qui sont des voitures très électroniques? Il y a certaines voitures même qu'on peut piloter sans qu'il y ait un conducteur à l'intérieur. Donc, toutes ces voitures-là, vous allez dire que non, c'est plagiat. Non. Il y a eu une première voiture qui a été construite par quelqu'un. Mais chaque fois, aujourd'hui, on voit que c'est des voitures très améliorées. Alors, donc, vous allez traiter les entreprises qui font les voitures actuelles là de plagiat. Mais c'est totalement ridicule. Et c'est inintelligent. Je dis ça à ceux-là. Leur poste sur la question pour dire non, plagiat, je n'aime pas ça. Je leur dis ça franchement, je n'aime pas ça. Voilà, je n'aime pas ça. Voilà. Les révélations viennent de Dieu. Même nos ancêtres anciens Égyptiens qui ont eu ces révélations que les religions abrahamiques ont reprises à leur compte. Mais c'est Dieu qui leur a révélé cela. Qui vous a dit que les Africains ne connaissaient pas Dieu? Je n'ai jamais dit que les Africains ne connaissent pas Dieu. J'ai fait même une vidéo, Dieu vu par les Akans.
Alors, donc, ceux qui font ce type de commentaires-là, il y a un qui se fait appeler, je ne sais pas moi, Boy Boy, ou bien il y a un autre encore. C'est quoi, c'est le même, il a le même symbole là. Hein, quelquefois, il s'appelle Berma Abonsamfo. Lui, il sait ce que Berma Abonsamfo veut dire. Cela veut dire, en Akan, Berma, ça veut dire homme diabolique. Il ne sait même pas ce que ça veut dire. Et puis, il se donne ce nom-là. Hein? Et c'est lui qui fait des commentaires malencontreux. Hein? Quand je mets en adéquation, quand je constate qu'il y a une adéquation entre une pratique spirituelle chez les anciens égyptiens avec les pratiques spirituelles qu'on trouve dans les religions abrahamiques comme le christianisme, le judaïsme et l'islam, c'est lui qui fait toujours des commentaires malencontreux. Il lui dit d'arrêter ça. Voilà. Il s'en va se donner le nom Berma Abonsamfo. Des gens même qui nous connaissent, ils se disent que oui, et ils veulent pratiquer la culture africaine alors qu'ils ne la connaissent même pas. Ils ne la connaissent même pas. Alors à celui-là, je lui dis, j'ai fait une vidéo. Pourquoi est-ce que les Akans ont appelé le diable Satan Abonsam ou Sassa Abonsam? J'ai fait une vidéo, il n'a qu'à aller regarder ça. Il va voir d'où ça vient. Il se donne le nom de Berma Abonsam. C'est lui qui vient faire des commentaires déplacés sur mes vidéos. Je n'aime pas ça. Je suis obligé de lui dire ça. Voilà. Je suis désolé. Je ne suis pas en colère, mais je lui dis qu'il n'a qu'à arrêter. Il ne connaît même pas la culture africaine. Tu ne connais pas la culture africaine, puis tu vas reprocher à quelqu'un de pratiquer une religion abrahamique parce qu'il est chrétien, parce qu'il est musulman ou parce qu'il est juif, et tu dis que c'est du plagiat. Ah bon? Toi qui t'as donné, tu t'as attribué le nom de Satan, là, toi, tu ne sais pas que c'est du plagiat aussi que tu fais. Voilà. Je vous remercie. Je suis le professeur Aloukwame René. La foi des gens, il faut la respecter. C'est pour ça que dans beaucoup de constitutions dans le monde, on respecte les croyances des gens. Moi, je respecte les croyances des gens. Mais je ne veux pas que quelqu'un vienne piétiner ma foi. Ça, je refuse ça. Voilà. Je suis le professeur Aloukwame René. J'enseigne à l'université Philosophe Boigny. Une université qui est à Abidjan. C'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Merci encore et bonne journée à tous.